Retour au meilleur des mondes, œuvre méconnue d'Aldous Huxley. Voici un extrait de Retour au meilleur des mondes, où Aldous Huxley engage la jeunesse et tous ceux qui le veulent à s'opposer à cette dictature scientifique que nous venons d'évoquer. Ouvrez les guillemets. Dans le monde où nous vivons, ainsi qu'il a été indiqué dans des chapitres précédents, d'immenses forces impersonnelles tendent vers l'établissement d'un pouvoir centralisé et d'une société enrégimentée. La standardisation génétique est encore impossible, mais les gros gouvernements et les grosses affaires, avec des majuscules, possèdent déjà ou posséderont bientôt tous les procédés pour la manipulation des esprits décrits dans le meilleur des mondes, avec bien d'autres que mon manque d'imagination m'a empêché d'inventer. N'ayant pas la possibilité d'imposer l'uniformité génétique aux embryons, les dirigeants du monde trop peuplé et trop organisé de demain essaieront d'imposer une uniformité sociale et intellectuelle aux adultes et à leurs enfants. Pour y parvenir, ils feront usage, à moins qu'on les en empêche, de tous les procédés de manipulation mentale à leur disposition, et n'hésiteront pas à renforcer ces méthodes de persuasion non rationnelles par la contrainte économique et des menaces de violence physique. Si nous voulons éviter ce genre de tyrannie, il faut que nous commencions sans délai notre éducation et celle de nos enfants, pour nous rendre aptes à être libres et à nous gouverner nous-mêmes. Cette formation devrait être, ainsi que je l'ai déjà indiqué, avant tout centrée sur les faits et les valeurs. Les faits et les valeurs. Les faits qui sont la diversité individuelle et l'unicité biologique, les valeurs de liberté, de tolérance et de charité mutuelle, qui sont les corollaires moraux de ces faits. Mais malheureusement, des connaissances exactes et des principes justes ne suffisent pas. Une vérité sans éclat peut être éclipsée par un mensonge passionnant. Un appel habile à la passion est souvent plus fort que la meilleure des résolutions. Les effets d'une propagande mensongère et pernicieuse ne peuvent être neutralisés que par une solide préparation à l'art d'analyser ces méthodes et de percer à jour ces sophismes. Je saute un petit bout de ce texte d'Aldous Huxley. Par le passé, libres penseurs et révolutionnaires étaient souvent les produits de l'éducation la plus pieusement orthodoxe. Il n'y avait là rien de surprenant. Les méthodes employées par les éducateurs classiques étaient et sont encore extrêmement inefficaces. Sous la férule d'un dictateur scientifique, l'éducation produira vraiment les effets voulus, et il en résultera que la plupart des hommes et des femmes en arriveront à aimer leur servitude sans jamais songer à la révolution. Il semble qu'il n'y ait aucune raison valable pour qu'une dictature parfaitement scientifique soit jamais renversée. En attendant, il reste encore quelques libertés dans le monde. Il est vrai que beaucoup de jeunes n'ont pas l'air de l'apprécier, mais un certain nombre d'entre nous croient encore que sans elle, les humains ne peuvent pas devenir pleinement humains, et qu'elle a donc une irremplaçable valeur. Peut-être les forces qui la menacent sont-elles trop puissantes pour que l'on puisse leur résister très longtemps. C'est encore et toujours notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à elle. Fermez les guillemets. Aldous Huxley, dans Retour au meilleur des mondes, Brave New World Revisited, publié fin années 50, début années 60, dans le monde anglo-saxon, et réédité par Pocket en 2002. Donc on voit que là il s'agit d'un auteur, Aldous Huxley, qui a enseigné avec avec le meilleur des mondes dans les classes de lycée, en seconde ou en première. On ne peut pas l'accuser d'être un conspirationnisme. Il était issu d'une famille où il y avait un prix Nobel et dont le frère et son propre frère, Julian Huxley, on l'a vu à parler de transhumanisme et de standardisation biologique, que la science de la biologie devait remplacer la science, que la religion de la biologie devait remplacer
la religion, les religions instituées. Donc, c'est pas du tout du complotisme, ce sont des gens qui étaient bien renseignés et leurs proches étaient des gens aux manettes du monde, au pouvoir dans le monde, et donnant sa marche à notre monde. Voilà. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. La phrase qui fournit le titre de ce paragraphe est de John Fitzgerald Kennedy, ou de celui qui écrivit son discours. Aussi bien l'écrivain anglais Aldous Huxley que le président américain remettaient en question un ordre que les tenants d'alors, comme ceux d'aujourd'hui, présentaient comme le garant de notre sécurité et de notre humanité. D'autres hommes, des Indiens, des Noirs, des Blancs, sont morts depuis en voulant s'attaquer à lui. Nous sommes revenus en ce XXIe siècle au temps de la guerre froide, du matérialisme, du macartisme et du salut par la science. Je veux en finir avec l'exception française, et mai 68 a dit un autre président, le président Sarkozy. L'exception française, eh bien, c'est le fait de ne pas emboîter le pas à la mondialisation, la standardisation économique, au grand marché commun qui enlève toute liberté d'action aux personnes, sinon la possibilité de choisir entre un hypermarché et l'autre hypermarché. Et puis tout ce qui est culturel en fait, donc c'est la mise au pas de la France. Et donc il avait dit ça avant de fêter sa victoire, Nicolas Sarkozy, avec les maîtres de l'Hexagone dans ce fameux restaurant, le Fouquet's, je crois. Voici à présent des citations de Bertrand Russell, 1872-1970, prix Nobel de littérature en 1950, citation tirée de Dédale et Icare, Icarus or the Future of Science, publié d'abord en 1924, et Science, Puissance, Violence, On Scientific Dictatorship, datant de 1954 et publié chez Alia, en France A2LIA, en 2015. Donc c'est Bertrand Russell qui parle, ouvre les guillemets. Bien que cette science sera diligemment étudiée, elle sera confinée dans la classe dirigeante. Graduellement, par l'élevage sélectif, les différences congénitales entre les gouvernants et les gouvernés s'accroîtront, jusqu'à ce qu'ils deviennent presque des espèces différentes. Une révolte de la plèbe deviendra aussi impensable qu'une insurrection organisée de brebis contre la pratique de manger du mouton. Voilà, il y a du mot. Lorsque je parle d'un gouvernement mondial, je parle d'un gouvernement qui gouverne réellement, pas d'une gentille façade comme la Ligue des Nations ou d'une fraude prétentieuse comme les Nations Unies sous leur forme actuelle. Un gouvernement international doit posséder les seules bombes atomiques, les seules usines pouvant les produire, la seule force aérienne, les seuls navires et, plus généralement, tout ce qui peut être nécessaire pour le rendre irrésistible. Il devra être obligé, en vertu de sa constitution, d'intervenir par la force des armes contre toute nation qui refuserait de se soumettre à son arbitrage. Il faut s'attendre à ce que les avancées de la physiologie et de la psychologie donnent au gouvernement beaucoup plus de contrôle sur le mental des individus qu'ils n'en ont maintenant, même dans les pays totalitaires. Fichte, un écrivain allemand, écrivit que l'éducation devait viser à détruire le libre arbitre, afin que, après que les élèves aient quitté l'école, ils soient incapables pour tout le reste de leur vie de penser ou d'agir de façon autre que celle que leurs maîtres d'école leur ont souhaité. Mais en ces temps-là, c'était un idéal inaccessible. Ce qu'il considérait comme le meilleur système de son vivant produisit Karl Marx. Dans le futur, de tels échecs ne seront pas à même de se produire lorsqu'il y aura dictature. Des régimes, des injections et des injonctions seront combinés dès le plus jeune âge pour produire la sorte de personnes et la sorte de croyances que les autorités considèrent désirables. Et toute critique sérieuse des pouvoirs
qui existe deviendra psychologiquement impossible. Même si tous sont misérables, tous se croiront heureux parce que le gouvernement leur dira qu'ils le sont. Le site leslibraires.fr résume ainsi la première partie de Dédale et Icare. Je crois qu'à cause de la folie des hommes, le gouvernement mondial sera établi par la force et sera donc au début cruel et despotique. Mais je crois aussi que cela est nécessaire à la conservation de la civilisation scientifique et qu'une fois mis en place, ce gouvernement donnera progressivement naissance aux autres conditions nécessaires à une existence tolérable. La première conférence qui compose ce volume, Dédale ou la science de l'avenir, tient à la fois du manifeste et de la science-fiction. Composée par J.B.S. Haldane en 1923, elle offre une perspective unique sur la façon dont les grands scientifiques du début du XXe siècle, donc on voit que les choses ont un siècle, prévoyaient l'explosion de la puissance technique d'une discipline à peine éclose de l'histoire naturelle, la biologie. Dans cet exercice de prospective, l'orateur évoque déjà les OGM, la mondialisation, et pris des méthodes actuelles de procréation, en particulier l'ectogénèse, la capacité de développer un embryon en dehors de l'utérus. Ce texte, qui a inspiré Aldous Huxley pour son Meilleur des mondes, se veut toutefois plus optimiste, sans pour autant exclure le pire. Haldane y défend l'eugénisme et hisse Dédale, le père d'Icare, artisan astucieux et sans Dieu comme le premier Rome moderne. Russell était également eugéniste, mais plus critique sur une dictature scientifique que Haldane. Il faut quand même se rappeler que Dédale, donc c'est celui qui a créé le labyrinthe. Il s'est échappé de ce labyrinthe avec son fils Icare qui montait trop proche du soleil, dont les ailes ont fondu et donc qui est tombé dans la mer et qui s'est tué, qui s'est noyé. Quant au labyrinthe, il évoque irrésistiblement le cerveau dans lequel nous enferment les scientifiques techniciens. Alors, je précise quand même que Bertrand Russell a fait de la prison pour s'être engagé dans certains droits humains, donc ses textes sont un petit peu ambigus. Je crois que sincèrement, il croyait qu'un gouvernement mondial dans de bonnes mains pouvait produire un monde de justice qui fasse respecter les véritables valeurs humaines et le droit. Voilà. Et puis pour finir, quand Engels, le collaborateur de Marx, programme l'extermination des peuples et une guerre mondiale. Sur le même sujet, Engels souhaitait, dans le numéro de la Nouvelle Gazette rhénane du 13 janvier 1849, la fin des peuples anti-révolutionnaires tels les Bretons, les Basques, les Écossais des Highlands, en même temps que celle des classes dirigeantes, dans une prochaine grande guerre mondiale. Écoutons-le. J'ouvre les guillemets. Il n'y a aucun pays en Europe qui ne possède quelque part les restes d'un ou plusieurs peuples, survivances d'une ancienne population refoulée, et soumise par la nation devenue plus tard l'élément moteur de l'évolution historique. Ces survivances d'une nation impitoyablement piétinée par la marche de l'histoire, comme le dit Hegel, ces déchets de peuple deviennent chaque fois les soutiens fanatiques de la contre-révolution, et ils le restent jusqu'à leur extermination et leur dénationalisation définitive. Leur existence même n'est-elle pas déjà une protestation contre une grande révolution historique ? La conflagration générale amènera l'éclatement de cette ligue séparatiste et fera disparaître jusqu'au nom de ces petites nations obstinées. La prochaine guerre mondiale ne se contentera pas de balayer de la surface de la terre des classes et des dynasties réactionnaires, mais aussi des peuples réactionnaires tout entiers. Et cela aussi, c'est un progrès. Voilà donc Engels, dans la Nouvelle Gazette rhénane, 13 janvier 1849, il parlait des Bretons, des Basques, des Écossais. Donc on peut quand même constater que le libéralisme, le fascisme, le communisme ou les religions instituées
ont de tout temps violemment attaqué les peuples locaux, les peuples indigènes, les peuples aborigènes, jusqu'à les convertir et parfois à en faire les soutiens de leur propre oppression. Hein. C'est quelque chose qui est absolument terrible. Et on voit que Engels, le révolutionnaire, suivant Hegel, qui avait forgé le terme résidu de race, quand il parlait de l'évolution de l'histoire, de la raison dans l'histoire, eux-mêmes avaient épousé cette cause. Donc c'est absolument terrible et ça explique beaucoup de choses. Voilà, et là on n'est pas du tout dans le complotisme.